Vous êtes bien sur France 3 Paris-Île-de-France. Un lieu, deux histoires, bienvenue dans La Belle Histoire. Nous sommes aujourd'hui à l'île de Ré, à Saint-Martin. C'est dans cette citadelle qu'Alfred Dreyfus a été enfermé pour être ensuite envoyé au bagne. Dans sa cellule, seul, il a écrit une lettre pour réclamer justice, une lettre émouvante qui est rentrée dans l'histoire. Cette lettre est une étape clé dans cette affaire judiciaire et politique, une affaire historique où résonnent les noms de Clémenceau, Jaurès et Zola. Parce qu'il était juif, le capitaine Dreyfus va être victime de la plus grande injustice qui soit. On va l'accuser d'avoir vendu aux Prussiens des secrets militaires. Un crime de haute trahison. On croit toujours que la vérité sort comme ça du puits tout d'un coup, mais c'est pas vrai. Dreyfus ne cessera jamais de croire en son pays. Dans un dernier espoir, il écrit au ministre de la Justice. Cette lettre poignante peut-elle encore lui éviter le bagne? Ce sera la première histoire de notre émission. La deuxième histoire va vous surprendre. Pendant des siècles, des naufrages auraient été provoqués par des habitants de l'île de Ré pour piller les navires marchands. On a vu des naufrageurs donc couper à coups de dents les doigts du capitaine et des matelots pour leur voler jusqu'à leur alliance. Une légende, ces pilleurs des mers? Pas sûr, car jamais autant de bateaux ne se sont échoués au même endroit en France. Et il reste, cachés dans les maisons rétaises, des traces de pillage qui ne laissent aucun doute. Avec Myriam Bounafa, avec François Reynard, Dreyfus aurait-il pu sauver sa peau à Saint-Martin? Faut-il être un pilleur pour survivre à l'île de Ré? Vous aimez La Belle Histoire? C'est parti. C'est parti. Nous sommes le 17 janvier 1895. Le capitaine Dreyfus arrive sur l'île de Ré. Enchaîné, il sait que Saint-Martin n'est qu'une étape. Accusé de haute trahison, c'est l'île du diable qui l'attend, le bagne à perpétuité. Ça sort d'où cette affaire Dreyfus? De quoi on l'accuse Dreyfus? Alors dans les années 1890, c'est une affaire d'espionnage. Il y a une femme de ménage qui trouve un bordereau, un papier, dans les poubelles de l'ambassade d'Allemagne. Et on s'aperçoit que ce papier a été écrit par un officier français qui écrivait à l'ambassade d'Allemagne pour donner des plans très très importants de l'armée française. On est dans du John le Carré, d'accord? Et on trouve le coupable. Le coupable, c'est Alfred Dreyfus. C'est un capitaine français, un Alsacien. C'est lui qui aurait écrit ce bordereau, voilà. Donc, il y a un procès pour espionnage, pour trahison. Et ce capitaine Dreyfus est condamné au bagne. Dans la forteresse de Saint-Martin, Dreyfus croit encore que la France va réparer l'injustice qui lui est faite. Il écrit une lettre au ministre de la Justice. J'ai été condamné pour le crime le plus infâme qu'un soldat puisse commettre et je suis innocent. Je ne viens vous demander, monsieur le ministre, ni grâce, ni pitié, mais justice seulement. C'est vraiment le cri de désespoir et c'est vraiment le combat qui commence d'un homme qui est totalement innocent et qui, à ce moment-là, ne comprend pas encore tout ce qui lui arrive. Et ce qui est très étonnant dans cette lettre, c'est qu'il y a très peu de rature, il n'y en a pas. Elle est magnifique, elle est d'un seul jet, tout sort, et on sait qu'il n'a pas eu de brouillon, qu'il ne l'a pas reprise éternellement. Donc c'est très étonnant de voir à quel point il la connaissait par cœur avant de commencer à la mettre sur le papier. Cette lettre est donc le dernier espoir d'un homme qui, du fond de sa prison, espère encore pouvoir arrêter l'implacable machine judiciaire qui l'a condamné. Yves Dutheil est le petit-neveu d'Alfred Dreyfus. Le sort fait à cet officier a traumatisé sa famille. Dans ma famille, à moi, la famille proche, c'était comme une zone d'ombre, on n'en parlait pas. Dès qu'on commençait à en parler, immédiatement, c'était une zone de silence et mon père a été jusqu'à jeter le pistolet d'ordonnance de Dreyfus dans la Seine au moment de la guerre de 40 pour ne pas qu'on puisse le trouver avec cette arme. Je crois qu'il redoutait énormément cette affaire parce qu'elle a fait tellement souffrir la famille qu'il a préféré l'occulter. Ce qui fait que moi, je savais que j'étais le petit-neveu de Dreyfus, mais j'ai été à la découverte de l'affaire tout seul. Le 22 décembre 1894, le capitaine Dreyfus a été condamné pour trahison, à la dégradation militaire et à la déportation à perpétuité. Après ma condamnation, j'étais résolu à me tuer.
Ma famille, mes amis m'ont fait comprendre que moi mort, tout était fini. Mon nom, ce nom que portent mes chers enfants, déshonoré à jamais. Il m'a fallu donc vivre. Le 5 janvier 1895, le capitaine Dreyfus, militaire, digne et droit, a vécu la pire des humiliations pour un officier, la dégradation. Dans la cour de l'école militaire, son sabre a été brisé. Jean-Marie Guigou est avocat de profession, il aurait sans doute aimé défendre Dreyfus. À défaut, il le dessine pour transmettre aux plus jeunes la mémoire de cette infamie. Donc en fait, voilà des planches. La Alors fameuse ça, scène. Là, c'est la scène de la dégradation. Donc il est insulté par tout le monde, il y a des cris dans la foule. Il y a 5000 personnes qui sont autour de la cour militaire, il faut quand même le savoir, 5000 personnes. Il va dire ces mots-là. Et il va dire ces mots-là. Je suis innocent, Ouais. vous n'avez pas le Voilà. droit de m'insulter, je suis innocent. C'est ce qu'il dira. Absolument. Mais pour la France entière, Dreyfus est le traître. Les unes des journaux sont assassines. La France est en ébullition. C'est donc dans ce climat de haine et de fureur que le prisonnier est transféré à La Rochelle, où la rumeur de sa venue va provoquer une véritable émeute, presque un lynchage. Les gendarmes le protègent comme ils peuvent. C'est les gendarmes qui prennent les coups à sa place. Il est mis dans la voiture à cheval, qui arrive à se frayer un chemin, qui arrive à partir sous les jets de pierre, les vitres volent en éclats, à tel point d'ailleurs que quand il va arriver enfin au greffe du pénitencier de Saint-Martin-de-Ré, ses premiers mots, ça va être pour les gendarmes, quand il va leur dire « Je vous remercie de m'avoir sauvé la vie ». Monsieur le ministre, je ne crois pas qu'aucun homme dans notre siècle a enduré un martyre pareil. Avoir l'honneur aussi haut placé que qui que ce soit au monde et se le voir enlevé par ses pairs, y a-t-il pour un innocent une torture plus effroyable ? Alfred Dreyfus ne recevra jamais de réponse à sa lettre. Mais à Saint-Martin-de-Ré, le directeur de la prison, lui, va recevoir du ministre des directives particulières pour ce prisonnier exceptionnel. On craint son évasion ou un possible suicide, on va le surveiller constamment. Quand il arrive à Saint-Martin, quelques, je sais pas, semaines, mois avant, il était militaire. Comment ça se passe? Quand il arrive le 18 janvier 1895, jamais il a fait si froid à La Rochelle, il y a moins 14. Dreyfus est mis en prison, il est immédiatement mis à nu. Et il va subir cette humiliation de la mise à nu, de la fouille à corps, des fois plusieurs fois par jour pendant le mois où il va rester à Saint-Martin. Donc c'est vraiment l'humiliation. On voulait lui faire sentir qu'il était là pour en baver et que c'était la première étape. Dans la forteresse de Saint-Martin, sa cellule, allumée nuit et jour, est totalement isolée du reste du monde et des autres prisonniers. Un traitement hors norme, dont les archives ont conservé les rapports quotidiens écrits par ces geôliers. Ce sont des rapports administratifs, donc on n'a pas forcément beaucoup de détails, mais il y a un endroit où un des gardiens dit que Dreyfus a eu une crise de larmes la nuit, et à un autre moment, le gardien dit « Le condamné paraît plus gai depuis les 2 entrevues qu'il a eues avec sa femme. Il sourit par moments, et on voit en lui une autre physionomie que celle des premiers jours. Je trouve ça très émouvant, vraiment. Lucie, sa femme, le verra 3 fois à l'île de Ré. Depuis le début de l'affaire, elle le soutient sans jamais faillir. Elle ne veut pas abandonner son mari et se battra pour obtenir un droit de visite. Les conditions, elles, sont particulièrement sordides et cruelles. Elle ne pourra jamais l'embrasser. Et ils se parleront à distance, chacun sur une chaise, et le directeur de la prison est entre les deux. C'est les seules visites qu'il aura? Celle de sa femme? C'est les seules visites qu'il aura. La dernière sera le 21 février 1895. Une visite à 15h et à 16h, alors qu'il n'est pas du tout prévenu. On l'embarque à toute vitesse sur un bateau qui va rejoindre le paquebot, qui va l'emmener à Cayenne. Donc ni lui ni sa femme n'ont été prévenus de ce transfert. C'est une fois en mer seulement, sur le bateau qui l'emmène, que Dreyfus apprendra qu'il part en Guyane, loin de sa famille et de ses 2 enfants. Une des dernières pièces du dossier, c'est la liste des objets qu'on enlève à Dreyfus avant qu'il n'embarque. On voit par exemple les livres et revues qui l'accompagnaient, la revue des 2 mondes, la revue de Paris, des choses comme ça. On voit aussi qu'il n'embarque pas avec ses lunettes. Le fait de lui enlever ses lunettes en particulier et les photographies, vous voyez, c'est là. C'est vraiment, et les lettres de famille aussi. Il est obligé de les laisser ainsi que sa pipe. Donc il est vraiment, il part avec rien. Oui, Voilà. c'est ça. Dreyfus, il est parti d'ici. Est-ce que tu penses qu'il croit qu'il peut encore s'en sortir?
Un innocent, il pense toujours que c'est un cauchemar, que ça va s'arrêter, qu'on va reconnaître son innocence. Est-ce qu'il a des chances d'en sortir en 1895 ? Je ne crois pas du tout, parce que tout le monde est persuadé qu'il est coupable. C'est quoi le bagne ? Le bagne, c'est donc, on estimait que pour éloigner le mal du territoire français, on les envoyait à Cayenne. Officiellement, ils faisaient des travaux, ils cassaient des cailloux, etc. C'était des conditions absolument déplorables, des conditions sanitaires épouvantables. Et Dreyfus, comme on voulait marquer qu'il était vraiment infâme, que ce qu'il avait fait était ignoble, etc., on lui a réservé un supplice supplémentaire. On l'a envoyé dans le bagne du bagne, qui est un endroit qui s'appelle l'île du Diable. L'île du Diable. Lorsqu'il arrive en Guyane, Dreyfus a déjà contracté des maladies sur le bateau. Le sort qu'on lui réserve est encore plus inhumain que ce qu'il pouvait imaginer. Seul, sur son caillou, il ne pourra même pas voir la mer. Il aura droit d'abord à une petite promenade en l'île, puis rapidement on va édifier autour de sa case une palissade qui va rendre en fait la case étouffante. Dreyfus sera ensuite enchaîné sur son lit la nuit, ce qui lui provoquera des blessures très fortes aux membres. Et malgré effectivement tout cela, il va continuer à se battre sans savoir qu'en France, à partir de 1897, eh bien, des Dreyfusards se mettent en branle, agissent, et que le 13 janvier 1898, Émile Zola écrira son fameux J'accuse, qui va être le point de départ, effectivement, d'un renversement progressif de l'opinion. En France, l'analyse graphologique du bordereau qui accusait Dreyfus ne trompe plus personne. Les deux écritures sont évidemment différentes et les partisans de son innocence gagnent du terrain. Il faudra 5 ans de bagne pour qu'ils obtiennent que Dreyfus soit rapatrié et rejugé. Avec son J'accuse, Émile Zola, le fils d'immigrés italiens, s'engage corps et âme dans la défense du prisonnier juif, mais il ne verra jamais sa réhabilitation. Zola meurt en 1902 très mystérieusement. Le destin de Zola et celui de Dreyfus ont été liés jusqu'à la fin par cette affaire. Pour preuve, le fait que les historiens sont d'accord aujourd'hui, je crois, pour dire que Zola est mort assassiné. Un ramoneur qui a bouché la cheminée volontairement de la chambre où dormait Zola, a avoué dans ce soir de beuverie avoir été l'auteur de cet assassinat. Et il a dit qu'il faisait partie de la Ligue patriotique d'extrême droite. Donc c'est un acte revendiqué. En 1998, le président Chirac présente ses excuses à la famille Dreyfus et l'armée le réhabilite enfin. Les cérémonies du centenaire de J'accuse d'Émile Zola en faveur du capitaine Dreyfus. Aujourd'hui, le ministre de la Défense, Alain Richard, a dévoilé une plaque en hommage à l'officier, et ce à l'endroit même où il avait été dégradé par ses pairs. Une reconnaissance de l'État et de l'armée qu'espérait ardemment Yves Dutheil. L'État n'avait jamais reconnu l'innocence de Dreyfus. Écrire une chanson là-dessus était un objectif un peu secret. Je voulais provoquer de la part de l'État le chaînon manquant qui manquait à la réhabilitation de Dreyfus. Dans ton honneur déchu, malgré ta peine immense, tu n'as jamais perdu ton amour pour la France. Et la cérémonie a eu lieu, et j'y étais. Et c'était un moment absolument extraordinaire, où tous les corps d'armée étaient représentés, où on a donné la Marseillaise. Et j'avais ma tante, donc elle, la nièce de Dreyfus, qui était à mon bras, et qui m'a dit, elle avait 95 ans, je suis venu de Dijon pour 20 minutes. Mais quelle minute! Cette affaire Dreyfus, pourquoi elle résonne encore? Pourquoi elle a pris tant d'ampleur dans la société française? Alors il faut juste comprendre comment c'est devenu l'affaire Dreyfus. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1995, il part au bagne, tout le monde pense qu'il est coupable. Maurice Barrès, c'est un des grands écrivains du XIXe siècle, c'était un grand écrivain et un grand con, un crétin total. Et Maurice Barrès, il a écrit... Non mais écoute la phrase qu'il a écrite, Maurice Barrès. On lui dit, mais il y a des preuves qui prouvent que Dreyfus est innocent. Il répond que Monsieur Dreyfus soit coupable, je le déduis de sa race. D'accord? C'est-à-dire, Dreyfus, c'est un juif, donc un juif est coupable, c'est tout. Il n'est pas minoritaire à penser des choses pareilles. Barrès, oui. Mais il était majoritaire à ce moment-là. Et je pense que ça, c'est quelque chose que les gens doivent avoir en tête. L'affaire Dreyfus, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de demi-français, de quart de français. Il y a plein de gens qui pensent aujourd'hui qu'un musulman, c'est pas un vrai français. Donc si on trahit, c'est forcément lui le terroriste. Eh bien non. L'affaire Dreyfus, elle nous a dit un français, c'est un français, un innocent, c'est un innocent. Après 5 ans de bagne, donc, Dreyfus sera rejugé, de nouveau condamné, mais très vite gracié par le président de la République. Il faudra attendre 7 ans de plus pour que son innocence soit reconnue par la justice. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il réintégrera l'armée et participera ensuite à la Première Guerre mondiale. Il est mort entouré de sa famille en 1935, à l'âge de 75 ans.
Dreyfus ne profitera jamais de cette gloire involontaire, il ne souhaitait qu'une chose, rentrer dans le rang. En revanche, la lettre qu'il avait envoyée au ministre de la Justice depuis sa prison à l'île de Ré a été vendue cette année aux enchères plus de 450 000 €. Une lettre que sa famille aurait aimé voir rachetée par l'État plutôt que par un collectionneur. La deuxième histoire de notre émission va vous faire porter un regard neuf sur l'île de Ré et ses habitants. Vous allez le voir, on est bien loin de l'image carte postale entre bobo à vélo et VIP branché. L'île de Ré serait la hantise des hommes de mer. Pendant 2 siècles, sur cette île, chaque génération a vu près de 50 navires s'écraser contre le récif. Jamais autant de bateaux ne se sont échoués au même endroit en France. Est-ce seulement la nature qui est à l'origine de tous ces drames? Les Rétais se seraient-ils organisés pour piller ces navires? C'est le mystère que nous allons tenter d'éclaircir dans notre deuxième histoire. Ah voilà. C'est vous qu'on vient voir, Prosper? Prosper est le dernier pêcheur de sardines de l'île de Ré. Il a tout vu, tout entendu et il connaît tous les secrets. Pour lui, les naufrageurs ne sont pas une légende. Est-ce que vous diriez que l'île de Ré, c'est un peu le paradis des pilleurs de bateaux? Ah oui, il y avait des pirates, attention, du côté de... il y avait des naufrageurs. C'est quoi un naufrageur? Eh ben, c'est des gars qui allumaient des feux sur la côte pour attirer les bateaux, quoi. Les bateaux s'approchaient puis ils se faisaient avoir. Le but, c'était de les couler, les bateaux? C'était lié, tout simplement. Et qu'est-ce que vous faites avec l'équipage qui est dessus alors? Ah ben, ils s'en foutaient pas mal. Et c'est-à-dire qu'ils les zigouillaient quand ils arrivaient? Non, mais enfin, ils les zigouillaient pas, mais il y a eu quand même, d'après ce que j'ai entendu, moi, par un gars de Sainte-Marie, il m'a dit il y a des corps qui ont été enterrés dans les dunes. Hein. Ah, genre discrètement, quoi, c'est ça? Oui. Parce que sur cette histoire-là des naufrageurs, on voit des gens qui disent non, c'est pas vrai, c'était une légende, et d'autres gens qui disent si, c'est vrai, c'était vrai. Ça existait. Si les naufrageurs existent, pas facile d'en avoir la preuve. Mais il est vrai que la géographie de l'île a tout pour piéger les bateaux. Au XVIIe siècle, sur le chemin des colonies, les navires marchands y croisaient de plus en plus nombreux. Une chose qui est sûre, c'est que le XVIIe siècle, c'est le grand siècle du commerce maritime. On parle aussi du commerce triangulaire. Ça veut dire le commerce triangulaire de Bordeaux, de La Rochelle, de Nantes. Il y a des bateaux qui partent, qui sont chargés de verroterie, de bimbeloterie. On va en Afrique avec ces verroteries. On achète à des marchands d'esclaves des esclaves qui vont être transportés jusqu'aux Antilles ou jusqu'en Amérique du Sud ou jusqu'au sud des États-Unis. On dépose ces esclaves, on les vend et on revient en chargeant avec le sucre, le rhum et toutes les richesses des Antilles. Et évidemment, ce puissant commerce triangulaire, ces richesses, ces fortunes, ça attire aussi, bien sûr. Donc c'est voilà. Un commerce florissant qui explique que le XVIIe siècle soit aussi le grand siècle des pirates. Chargés de provisions et de marchandises, les vaisseaux sont des cibles faciles en mer. Mais leur cargaison attire aussi ceux qui sont à terre et qui vivent dans une île où l'on manque de tout. On dit souvent qu'il y a des pirates sur toutes les côtes. Alors c'est vrai pour les Grimaldi à Monaco, les premiers ancêtres étaient des pirates. Mais une région comme l'île de Ré, c'est plutôt des naufrageurs. Vous avez une description de Michelet en particulier en 1833 qui est absolument terrible parce que les populations se précipitent sur l'épave et vident la cargaison. Et il écrit, on a vu des naufrageurs donc couper à coups de dents les doigts du capitaine et des matelots pour leur voler jusqu'à leur alliance. Mais les pilleurs, ils ressemblent à ça? Les pilleurs, ils ressemblent à rien du tout. C'est les gens d'ici. Jacques Boucard est historien et rétais. Quand on lui parle de naufrageurs, ça le rend un peu nerveux. Et c'est des dessins... de l'imagerie populaire. De pillage. Mais là, ils attendent. Oui, non, mais c'est... ça, c'est le romantiste 19e. Quoi. Ça vous énerve un peu. Ah, complètement. Pour vous, c'est faux, c'est entièrement faux? Oui. On n'a pas provoqué de naufrage de bateau? Non. Pour les piller? Non. Ça sort d'où alors? C'est vraiment du romantisme pur et c'est un argument de terrien. Quand on est en mer, et si vous faites du bateau... Oui, bien sûr. Quand vous êtes dans un coin que vous ne connaissez pas, si vous voyez une lumière, surtout on n'y va pas. Donc pour vous, des feux allumés sur des plages pour attirer les bateaux, ça n'a pas de sens? Non, ça les repousse. Alors les naufrageurs, invention des romantiques ou secret de famille que le Rétais se garde bien de divulguer? La réponse se trouve peut-être aux archives départementales où l'on a conservé tous les rapports de l'amirauté. Quand un naufrage survenait par exemple sur les côtes
la charentaise, il y avait des procédures et des déclarations qui devaient être faites. Vous parlez doucement parce qu'il ne faut pas trop parler de ça à l'île de Ré. Non, parce qu'on est en salle de lecture. Ouais. Les habitants de l'île de Ré ont-ils volontairement attiré des bateaux sur les récifs? Une chose est sûre, en 1681, ces feux ont pris une telle ampleur qu'une ordonnance royale a été édictée par Colbert. Alors ça c'est l'article. Ça c'est l'article. Ceux qui allumeront la nuit des feux trompeurs sur les grèves de la mer et dans les lieux périlleux pour y attirer et faire perdre les navires seront punis de mort et leur corps attachés à un mât planté au lieu où ils auront fait les feux. Alors ça c'est plutôt pour faire peur que pour, j'allais dire... Ça marche. Le ministre de Louis XIV aurait-il pris la peine de rédiger une telle ordonnance si les naufrageurs n'existaient pas? Alors, on ne peut pas parler d'organisation de naufrageurs, mais il est évident qu'un naufrage n'arrive pas par hasard. Donc, les gens du village sur la côte voient le coup de vent, voient la tempête, voient un bateau qui est en difficulté, et ce bateau finit par s'échouer sur les rochers, et toutes les familles, indépendamment d'ailleurs, se livrent au pillage pour prendre le plus possible. On est dans un monde qui est assez difficile à se représenter aujourd'hui, c'est-à-dire dans un monde où on n'a rien. Et donc tout ce qui est le bois, les planches, le cuivre, le fer, ce sont les bateaux qui les transportent. Si l'histoire ne semble pas garder de traces tangibles de l'existence des naufrageurs, les pillages, eux, ont bien eu lieu. Et ça, les archives en ont gardé des preuves. Le naufrage a eu lieu en février 1415, février 49. 1750. Et là, on a le procès verbal qui concerne le pillage du navire. Donc ça, c'est un document officiel d'une autorité de police maritime qui fait un rapport. Oui. On le dit Griffon va signaler à l'amirauté qu'il y a eu des actes de pillage sur le navire. Pire que le pillage, là on parle de cadavres dépouillés. Mais c'est pareil. Hyper violent, c'est incroyable. Comme on considère que les personnes sont décédées, n'auront plus besoin de leurs effets. Donc on va prendre les vêtements, s'il y a des bijoux. Ça me choque, mais à l'époque, c'est des choses qui sont, j'allais dire, qui se font. Il y a un an ou deux, on a retrouvé sur la plage de Rivedoux, donc à l'entrée de l'île de Ré, un cadavre. Enfin un cadavre, un squelette. On a pu le dater d'il y a une centaine, 150 ans par là. C'était forcément un naufragé qui avait été enterré à même la plage. Alors fallait-il être un pilleur pour survivre à l'île de Ré? Disons que les naufrages alimentaient sérieusement l'économie locale. Le bois des épaves était même revendu sur la place publique et dans l'île, on en trouve partout. Ça, c'est un mât de bateau. Non. Mais c'est vous le pilleur qu'on cherche depuis le début. Qu'est-ce qu'il fait là, ce mât, Jacques? J'ai des questions à vous poser. Comme les épaves étaient vendues, donc il y avait... Ça, c'est la version officielle que vos parents vous ont donnée. Non. La réalité, Jacques. Non, mais et je vais vous montrer un hangar où tout le hangar est fait avec des pièces de bateau. D'accord. Cette pièce-là, c'est la pièce de quille. C'est la poutre qui est en bas de la coque. Ah, tout le bois qui est là vient de bateau. Tout le bois du... Mais Jacques, est-ce que ça veut dire qu'en gros, si on ne les trouve pas sur des bateaux, ce genre de planches, on ne les trouve pas sur l'île? Non. Il n'y avait pas de bois sur l'île. D'accord. Sur l'île de Ré, on ne produisait que du sel et du vin, alors forcément, quand nécessité fait loi, le vol ou le pillage, sans être légal, devenait toléré. Quand un bateau s'échoue sur une île, on a le droit de prendre, les gens de l'île ont le droit de prendre ce qu'il y a dedans? On parle parfois des fortunes de mer. Les fortunes de mer, c'est ce qu'on prend sur un bateau quand on le prend en mer. On parle aussi de quelque chose qui s'appelle le droit de brie. Le droit de brie, c'est un terme juridique. Là, encore une fois, je l'ai appris dans mon grand dictionnaire d'histoire maritime. Le droit de brie, ça veut dire le droit de prendre les débris du bateau. Quand le bateau il est cassé sur les rochers, eh bien, j'ai le droit d'aller me servir, de prendre les choses. Ça, que les gens dans des îles aussi pauvres que l'île de Ré aient fait ça pendant des siècles, ça c'est évident, mais je ne vois pas pourquoi ils ne l'auraient pas fait. Ils avaient, les pauvres, ils étaient dans une misère noire. Voilà, il y avait des tonodromes qui arrivaient, on n'allait pas attendre que le roi vienne se servir pour prendre ces tonodromes pour lui, on les prenait pour soi. Alors fallait-il piller pour survivre à l'île de Ré? Ça ne fait aucun doute. Mais après plusieurs siècles de nécessité, la pratique semble devenue une sorte de sport local, comme un réflexe. Si l'on en croit les révélations d'un marin rencontré sur le port de la Flotte en Ré.
Quand il y a un bateau qui se laisse aller à la côte, les gars s'endorment la nuit, etc. Et ils sont sur la banche. Hein, et ben Avec des copains, vous y allez? On est des naufrageurs. Puis on y va la nuit, en cachette. C'est pas vrai. Mais si les gens ne s'occupent pas de leurs affaires et qu'ils laissent le bateau sur la côte en vrac, on le nettoie. Bah oui, c'est logique. Et je peux vous dire que toute l'île de Ré y participe. Enfin, les locaux, quoi, évidemment. Ah, bah vous savez que personne ne le dit, hein? Oui, mais moi je le dis parce que... Même si l'île de Ré n'est plus tout à fait une île depuis qu'un pont l'a rattachée au continent il y a 25 ans, ses habitants ont visiblement gardé toute leur insularité. La belle histoire, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous l'aurez compris, ici à l'île de Ré, Dreyfus n'obtiendra jamais justice, mais son nom résonne toujours comme un véritable symbole. L'île de Ré, vous le savez aussi, c'est encore beaucoup de mystères. Salut!